Dans ce service de chirurgie, durant toute l'entièreté du stage, souvent on nous considère soit comme des soit comme des merdes. On se fait soit hurler dessus et humilier devant tout le monde si on a fait une erreur, soit on reçoit des propos sexistes ou des questions sur notre vie sexuelle. Typiquement, quand ils opèrent, il se colle à vous et il colle sa cuisse contre vous. Après, il va mettre sa main sur votre cuisse quand vous faites des consultations ou quand vous opérez. Ou alors il va vous dire ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas mis de caleçon sous mon pantalon. Et puis ça dérape comme ça. Ça commence à être des phrases et là, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux dire non? Je pense que le monde de chirurgie, c'est effectivement un monde différent d'une autre discipline. C'est un monde intense. Et le monde intense, il y a parfois aussi beaucoup de testostérone. Ça, il faut le dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi assez extraordinaire si on compare avec d'autres disciplines. Elles sont étudiantes, médecins assistantes et même chefs de service, soumises à des patrons influents, souvent chirurgiens, qui ont tout pouvoir sur les carrières et perpétuent des pratiques d'un autre âge à l'hôpital. Propos obscènes, attouchements, chantage sexuel, un harcèlement qui peut briser des vocations et des vies. Pendant la nuit, on a commencé la nuit au bloc opératoire parce qu'il y avait pas mal. Et vers 3-4 heures du matin, il m'a proposé de monter dans une chambre de garde. Et en fait, on a été dans une de ces chambres et il a commencé par allumer la télé. Et à un moment donné, il a commencé à devenir provocateur. Et là, il a commencé à m'expliquer qu'en fait, tout le monde dans le service couchait les uns avec les autres. Je n'osais pas dire grand-chose parce que quand on est en 4e année de médecine, qu'on a un chef de clinique en face de soi, on est souvent quand même impressionné. Et en fait, là, il a commencé à s'approcher de moi et il est venu sur moi, sur le lit. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée sous lui, coincée sous lui. Je me souviens que je me suis sentie extrêmement vulnérable parce que je me disais, waouh, en fait, quand on a quelqu'un de plus lourd que soi, comme ça, sur soi, en fait, on n'arrive pas à bouger. Et heureusement, il y a le bip qui a sonné et il a dû prendre son bip et là partir en intervention. Donc j'ai été sauvée par le bip en fait. Emmanuelle avait 22 ans et faisait son premier stage en chirurgie lorsqu'elle a failli être violée par un chef de clinique lors d'une nuit de garde au HUG à Genève. Elle a alors gardé le silence par peur des représailles. Si je le dénonçais, je prenais le risque de flinguer ma carrière. Donc j'avais vraiment peur qu'en parlant, on m'empêche ensuite de pouvoir devenir chirurgien. Elle ne porte pas plainte et tente d'oublier l'agression pour réaliser son rêve, la chirurgie plastique. Mais durant son internat, elle comprend que la maltraitance des soignants est considérée comme normale. Elle doit encaisser sans rien dire. La manière dont s'adressaient certains chirurgiens, j'avais l'impression que soit j'étais une soit j'étais leur bonne. Voilà. Parce que soit ils s'adressaient à moi pour que je fasse quelque chose pour eux, soit ils s'adressaient à moi pour me faire comprendre qu'ils avaient soit envie de se taper moi ou que voilà, ils faisaient un commentaire sur mon physique ou voilà. J'avais pas l'impression d'être vraiment un médecin qui avait une valeur et qui avait quelque chose à transmettre. J'avais l'impression d'être un peu une moins que rien tout le temps. La jeune interne se forme d'abord en chirurgie, puis se réoriente en gynécologie obstétrique, espérant trouver un climat plus humain. Mais elle subit le même harcèlement, moral ou sexuel, en plus de rythmes de travail épuisants. Je me souviens d'une fois au bloc opératoire, et là c'était en Valais, à Sierre, où j'ai vraiment vécu un moment au bloc opératoire qui était juste atroce, parce que le chirurgien était vraiment très très dénigrant. Dès que je mettais pas les mains exactement où il voulait que je les mette, il tapait sur mes doigts avec
avec les instruments. Et en plus, voilà, quand on se fait taper sur les doigts avec les instruments, il y a vraiment un truc un peu humiliant, entre guillemets. Et je suis ressortie du bloc opératoire, franchement, j'étais en larmes. Et quand j'ai croisé les infirmières, elles ont vu dans quel état j'étais. Et elles m'ont dit, mais tu sais, en fait, c'est normal, on se fait toutes traiter de cette manière-là. On vit tout ça. Et toutes celles qui sont passées avant toi, toutes les jeunes médecins qui sont passés avant toi, elles ont vécu la même chose. Elles se sont fait traiter de la même manière. Et en fait, c'est là qu'on a l'impression que le but, c'était chaque fois de normaliser, en fait, de dire, ouais, mais on vit toute la même chose, alors c'est bon, quoi. Des années plus tard, rien ou presque n'a changé, malgré la révolution MeToo. À l'hôpital règne encore un climat de peur et une loi du silence qui protège les coupables. La plupart des témoins rencontrés au cours de notre enquête ont voulu rester anonymes. D'autres ont subi des menaces et des pressions pour ne pas nous parler. À visage caché et coiffée d'un bonnet de chirurgienne, Léa, étudiante en médecine, décrit ce qu'elle a découvert l'an dernier lors de ses premiers stages. Je ne m'attendais pas à vivre une atmosphère aussi sexiste, bien qu'on m'avait prévenu que c'était l'ambiance qui y régnait, mais je pense qu'on n'est jamais préparé à ce genre d'ambiance avant d'y mettre vraiment les pieds. Et on nous prévient de ne pas s'habiller trop sexy, ou qu'il faudra rester solide et fort, parce qu'il y a des mots, des comportements, des phrases et des attitudes qui seront peut-être pas adéquates, de pas rentrer dans leur jeu, parce que c'est des gens qui ont peu de limites. Et là, vous êtes tombé sur un service vraiment problématique. Oui. En chirurgie. Oui. Il y a eu plusieurs événements. Un des premiers a été lors d'une opération. Un médecin supérieur m'a demandé de venir voir un organe et m'a demandé de voir à quel point il était dur. Puis il m'a dit qu'il était dur comme Comment vous avez réagi à ce moment-là? Là, j'ai fait semblant de ne pas entendre et de ne pas relever. C'est très difficile de réagir, surtout quand on est encore étudiant, parce qu'on a nos supérieurs et on ne sait pas très bien quoi dire ou quoi faire. Donc on se tait et on fait semblant de ne pas l'avoir entendu, comme toutes les autres personnes présentes dans le bloc ce jour-là. Et pas un seul ne réagit? Non. Une fois, lors d'une intervention à nouveau au bloc, un supérieur m'a posé des questions sur le type d'activité sexuelle que j'avais eue durant le week-end. Et quand je lui ai dit que je ne voulais pas répondre, il m'a dit que j'avais de l'audace de ne pas vouloir lui répondre et que ma place en chirurgie en dépendait. Une forme de chantage exercée par le chef d'un service de chirurgie en pleine opération. L'effet est immédiat sur l'étudiante. Elle comprend qu'elle devra accepter cette culture du harcèlement pour préserver sa carrière. On se fait engager d'abord les premières années sur nos dossiers, encore très pauvres d'expérience professionnelle, sur un CV, sur les notes qu'on a eues durant nos cursus. Et puis ensuite, les lettres de recommandation de nos premiers supérieurs comptent pour la suite. Et c'est qu'une question de pistonnage, de bonne place, d'opportunité de bien se faire voir durant les stages qu'on a en fin d'études. Et là-dessus, on peut obtenir des lettres de recommandation qui peuvent peser plus lourd dans notre dossier, encore très pauvre à la fin de nos études. Et ça, c'est très important, parce que ça peut nous permettre d'obtenir des places d'assistanat très prisées. D'où l'importance de nos supérieurs et de bien se faire voir durant ces moments-là. Des futurs médecins qui dépendent totalement de leur chef, voilà qui explique pourquoi le milieu médical est si propice aux abus de pouvoir et au harcèlement sexuel. L'avocat David Redler connaît bien la question. Il a défendu plusieurs victimes de harcèlement à l'hôpital. Le milieu médical se caractérise par deux éléments qui sont déterminants en matière de harcèlement sexuel. Le premier, c'est un volet très hiérarchisé. Souvent, le milieu médical a un volet hiérarchisé, on a des degrés, des niveaux de spécialisation, on a des médecins qui sont cadres, des médecins qui apprennent, on a vraiment différents niveaux.
auxquels on rajoute les infirmiers, les infirmières. Donc, on a tous ces niveaux hiérarchiques. Et on sait que les domaines où vous avez de la hiérarchie marquée, c'est des domaines qui présentent un risque plus marqué en termes de harcèlement sexuel. Et deuxième raison, c'est qu'on a, entre guillemets, beaucoup de personnes pour peu de place. Et donc, naturellement, il y a un volet où une personne dans un poste, entre guillemets, de pouvoir a une certaine marge de manœuvre dont elle pourrait parfois abuser, et on n'osera pas nécessairement lui faire une remarque par rapport à ça, parce qu'on craindra pour sa carrière, parce qu'on craindra pour la suite, finalement, de sa vie professionnelle. Un milieu médical encore dominé par les hommes. Dans les facultés de médecine, les femmes sont majoritaires, mais elles sont de plus en plus rares à mesure qu'on grimpe dans la hiérarchie. Au CHUV, moins de 16% des postes de médecins chefs de service sont occupés par des femmes, 25% au HUG. En chirurgie, elles sont encore moins nombreuses. Parmi elles, Barbara Wildhaber, star de la transplantation du foie, à la tête de la chirurgie pédiatrique au HUG. Par son témoignage, elle libère des mots longtemps refoulés, elle qui a dû batailler tout au long de sa carrière pour s'affirmer dans un bastion très masculin. Est-ce que tu peux me pousser un peu la protection thyroïde parce qu'elle est complètement ailleurs? En chirurgie, on est rapide, on est décidé, on doit décider. C'est un monde de leadership fort. Vous vous dites qu'il doit y avoir une expérience. Et le monde de leadership fort, parce que ça vient avec la discipline. Je ne peux pas regarder enseignement et me poser la question, ce que je ferais peut-être avec ces gouttes de sang qui coulent. Je dois décider, ça doit avancer, je dois dire ce que tu dois faire, c'est tac, tac, tac. Et les gens, tac, 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 c'est souvent des hommes. Et c'est souvent quelqu'un qui est sûr de lui, parce qu'autrement, il ne peut pas être leader. On épargne un peu. Pas de tête gainée. Au bloc opératoire, on est collé l'un contre l'autre. C'est très physique. Ciseaux. C'est difficile à comprendre. On transpire, pardon de dessiner cette image. Et si on crée des émotions, ça peut parfois juste dépasser les limites. Exactement. Ces limites dépassées, vous les avez vécues vous-même? Oui. Oui, et plusieurs fois. Et vous savez, à l'époque, ça fait 30 ans que j'ai commencé la médecine. À l'époque, c'était juste presque normal. C'était les années 90, c'était normal qu'on faisait des blagues presque de ça. Donc oui, j'ai aussi vécu. Je l'ai vécu quand j'étais plus jeune et je l'ai aussi vécu quand j'étais plus âgée, la dernière fois, il y a 4 ans. J'ai 3 scènes en tête où c'est clair. Par la définition d'aujourd'hui, c'était contre mon consentement que j'étais touchée, que j'étais embrassée, contre mon consentement clair, seule dans un bureau avec un monsieur, parfois hiérarchiquement, majoritairement. Je réfléchis à mes 3 situations supérieures. Et encore, dans ma position de chef de service, je ne suis pas à l'abri de juste être une femme qu'on peut humilier. Une femme où on peut dépasser les limites de ce qui s'appelle harcèlement ou pas. Donc oui. Même comme chef de service, vous avez été embrassée de force par un collègue, un supérieur? Vous-même, vous avez été surprise que ça vous arrive encore à ce stade de votre carrière, avec la réputation que vous avez, la position hiérarchique que vous avez dans cet hôpital? C'est extrêmement humiliant. C'est extrêmement humiliant. Pardon, je ne me pensais pas que ça va m'arriver. Oui, parce que c'est extrêmement humiliant de penser qu'on est arrivé à un stade où on peut parler de façon neutre, on peut parler, on peut argumenter, on peut avoir des désaccords. Et encore, c'est par ce geste de dépassement de cette limite que l'autre pense de pouvoir avoir raison. Le métier de chirurgienne se féminise, mais à quel prix? Pourquoi ces agressions restent-elles possibles à l'hôpital? Comment éviter que les nouvelles générations de médecins continuent à subir les dérives de patrons tout-puissants? Depuis 2018, les facultés de médecine ont pris conscience du problème et renforcent la prévention. Qui a pris qui comme stagiaire en salle d'op aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pris Lucie. Ah, Lucie, c'est...
C'est une très bonne étudiante. Ça, je te le confirme, elle est bonne. Ah, vous êtes là. Ouais, je me mets où? Mais venez seulement ici. C'est votre première opération? Oui. La première fois n'est jamais la plus agréable. Hein. Vous sentez très bon, Lucie. Ah. Cette scène de harcèlement, inspirée de situations réelles, est interprétée par des comédiens face à des étudiants en médecine de 3e année à Lausanne. Je vous ai attendu pour le petit café. Depuis 5 ans, ce cours est obligatoire. L'université les prépare à affronter ce qu'ils pourront subir lors de leur stage de 4e année. Alors, on se le fait, ce petit café? Je suis désolée, mais là, je peux pas. Bon, c'est dommage. Ce n'est que partie remise. Plusieurs enquêtes réalisées ces dernières années aboutissent au même constat. Près d'une étudiante en médecine sur 2 est exposée au harcèlement sexuel. C'est davantage que pour d'autres catégories de jeunes en formation. Le problème du sexisme et du harcèlement sexuel, peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Joëlle Schwartz, l'une des responsables du cours, est donc chargée d'outiller ses étudiants avant leur premier pas à l'hôpital. Je suis assez désolée, je suis assez navrée de devoir les préparer à ça. Parce que c'est horrible, mais c'est la réalité du terrain. Et puis on finit toujours en leur disant que j'espère que le cours a été utile, mais qu'il sera le moins utilisé. Les outils seront les moins utilisés possibles. On aura moins besoin de les utiliser. Mais oui, c'est la réalité. Vous soulevez quelque chose de très important, je pense que c'est la blague. Il dit c'est une blague. Hein. Lors de chaque scène, les étudiants doivent intervenir lorsqu'un propos ou un geste dépasse les bornes. Vous êtes d'accord de faire Arlette, Solène, un petit coup? Arlette, on pourrait... Puis ils sont invités à jouer le rôle de la victime et réagir à une situation de harcèlement. Oui. La symbologie, vous savez que c'est compliqué avec les horaires. Hein. Ça fait pas de cadeau. Oui, hein. je sais bien, oui. Ça va être difficile de concilier avec les enfants, hein, oui, par exemple. Effectivement. Ouais. Mais je pense que c'est pas le moment d'en parler maintenant. Si vous voulez, on peut prendre le temps après. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur la patiente, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez du temps, vous, et moi, du temps, j'en ai pas. Donc prendre le temps, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que j'ai pas besoin de votre avis sur la question. Comme vous voulez. Si vous voulez un avis d'un professionnel, vous ne prenez pas d'avis d'un professionnel. Écoutez, pas de souci. Stop. Comment vous vous sentez, Solène? Il vous agace, ça? Bah, ça va. Enfin, je pensais pas qu'il y avait à ce point du sexisme dans le milieu hospitalier. Et là, de le voir en vrai devant nous, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et j'espère ne pas avoir à subir ça. Docteur Villanova. Voilà, vous êtes formidable. Ce que je trouve aussi intéressant dans le théâtre, c'est que tout à coup, c'est autre chose de se retrouver en incarnant une personne qui est décrédibilisée ou pointée du doigt avec des remarques inadéquates. La répartie, elle vient un peu moins rapidement. Puis quand on se sent déstabilisé, c'est plus difficile de sortir la phrase parfaite pour recadrer la personne en face. Et d'où l'intérêt du théâtre, parce que ça permet d'endosser ses rôles et de voir en fait corporellement ce que ça crée comme réaction ou comme non-réaction quand on est face à des situations problématiques. On est dans des études où on nous apprend que le contact humain, c'est important, on nous apprend des valeurs qui doivent être respectées dans la société en général. Et le fait que ça nous touche plus, nous les étudiants en médecine, c'est vraiment pas normal. La prise de conscience sur l'ampleur du harcèlement date de 2018, lorsque des étudiantes de Lausanne lancent Clash, le collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier. Leur état des lieux pousse certains hôpitaux à renforcer la prévention sous forme d'affiches. Je te l'ai laissé en petite culotte. Tu pourrais lui tenir le gland. C'est un bon boulot de stagiaire, ça. Si je parlais à la stagiaire, je lui dirais « Ce soir, 23h ». Ces citations proviennent de témoignages recueillis par Clash auprès des étudiants. La première campagne est lancée par le CHUV, en pointe pour prôner la tolérance zéro à l'égard du harcèlement, un message toujours d'actualité, assure l'hôpital. Le CHUV s'est positionné très tôt, plutôt que d'autres hôpitaux par exemple, et c'est quelque chose qui tient à cœur encore à l'institution, de manière générale. Quelle est la procédure justement lorsque vous avez connaissance de cas problématiques ?
Alors, il y a une enquête qui est faite par les ressources humaines et l'enquête est un petit peu différenciée si on parle de cadres qui potentiellement sont les agresseurs. À ce moment-là, c'est la direction des ressources humaines qui prend l'enquête à sa charge. La difficulté dans ces cas, souvent, c'est de ne pas bien comprendre ce qui s'est passé, donc de bien recueillir la parole et puis de faire une pesée des intérêts, une pesée de ce qui s'est passé, en fait, de comprendre les faits. Et puis après, ce qui est très important de voir, c'est qu'il y a un panel de possibilités de sanctions, en fait. Quelles sont-elles, ces sanctions? Alors, il peut y avoir un simple recadrage, quand on est dans le cas d'un débordement, je dirais, simple, de recadrage, intervention sur place et puis discuter avec la personne qui est mise en cause. On peut avoir un avertissement qui est un peu plus sérieux et qui va rester 2 ans dans le dossier de la personne, pas toute sa vie professionnelle, mais 2 ans pour lui dire attention, tu as fait peut-être quelque chose qui n'était pas approprié. Et puis, il y a la procédure de licenciement qui est possible en cas de harcèlement sexuel, typiquement. Depuis 2018, le CHUV a procédé, toutes professions confondues, à 10 recadrages, 10 avertissements et 11 licenciements pour harcèlement sexuel. Impossible de savoir combien de médecins sont concernés par ces sanctions. À notre connaissance, un seul chef de service a été licencié. C'est peu, au vu des nombreux témoignages que nous avons recueillis. Il concerne notamment ces 4 médecins cadres. Cas numéro 1. Un éminent patron de chirurgie qui a occupé de hautes fonctions au CHUV pratiquait le droit de cuissage dans son service. Une soignante témoigne. Ça se passait souvent dans les congrès. Comme tous les chirurgiens, il choisissait quel médecin de son service pouvait venir avec lui. Mais pour une femme, être choisie, ça impliquait des choses. Le soir à l'hôtel, après le dîner et le verre au piano-bar, il fallait monter dans sa chambre. Tout le monde le savait. Si tu voulais grader, tu devais y passer. Et il menaçait de briser la carrière de celle qui se plaindrait et lui causerait du tort. Cas numéro 2. La nomination au poste de chef de service d'un chirurgien déjà sanctionné dans le passé pour des faits qualifiés de harcèlement par le CHUV. Dans des documents que nous nous sommes procurés, les associations du personnel se mobilisent depuis plus d'1 an contre sa promotion. Mais la direction du CHUV estime que ces faits appartiennent au passé et que ce chirurgien a le droit à la rédemption. Depuis, après avoir admis ses fautes, s'être excusé auprès des personnes concernées, subi les sanctions mentionnées, nous n'avons pas de nouveaux reproches à lui faire. Une position inacceptable pour les syndicats qui dénoncent le double discours du CHUV sur la tolérance zéro. Il est dès lors indéfendable et choquant que ces principes soient laissés de côté au moment de la désignation d'une chefferie de service. En novembre, la nomination de ce chirurgien a été acceptée par la commission d'engagement du CHUV et le conseil de la faculté de médecine. Elle est en cours de validation par une dernière instance. Cas numéro 3. Un autre chef de chirurgie, déjà recadré et averti par la direction il y a quelques années, se livre toujours à du harcèlement sexuel au sein de son service. Il se vante même en public d'être l'auteur de propos figurant sur les affiches de prévention du CHUV. L'avertissement semble n'avoir eu aucun impact sur son comportement. Cas numéro 4. Un chef de service, mis en cause par de nombreux médecins de son équipe depuis 2023, est toujours en place, malgré de multiples plaintes adressées à la direction du CHUV sur des faits de harcèlement moral et sexuel. L'une des victimes décrit ce qu'elle a subi de la part de son patron. Dès son arrivée, j'ai ressenti un malaise. Je l'ai trouvé pervers dans sa façon de me déshabiller du regard, par exemple. Il m'invitait à boire des cafés dans son bureau, il m'envoyait des messages insistants, inadéquats. Plusieurs fois, il m'a enlacé la taille dans les couloirs et dans le vestiaire où on se change. Il m'a aussi caressé et massé la nuque devant tous les autres chefs de clinique. Je ne pouvais rien dire, j'étais coincée. Je ne pouvais pas lui crier « dégage » devant tout le monde. Mais si je ne disais rien, ça voulait dire pour mes collègues que je baisais le patron. La médecin rapporte ces faits aux ressources humaines fin 2023, mais rien ne se passe. En octobre dernier, le CHUV ouvre enfin une enquête indépendante sur ce chef de service. A-t-il bénéficié, comme d'autres cadres, d'une forme de protection ? De nombreux témoins l'affirment, vu la proximité de ces personnes avec l'ancien directeur général du CHUV de 2022 à fin 2024, le professeur Nicolas Demartine,
lui-même qualifié de sexiste par plusieurs de nos sources. Dans cette réponse écrite, il rejette ces accusations. Toute ma carrière professionnelle montre au contraire que j'ai œuvré pour l'égalité et les faits montrent mon engagement à soutenir les carrières féminines. Les collaboratrices en difficulté ont par ailleurs régulièrement fait appel à mon soutien. J'ai aussi instauré un retour après maternité avec horaires réduits et aménagés pour les jeunes mères chirurgiennes. Le professeur de Martine, encore directeur du CHUV lors du tournage, n'a pas voulu répondre à nos questions, nous renvoyant à son chef de la communication. L'institution est persuadée qu'elle peut faire mieux, avec, encore une fois, la mise en place de structures, que ce soit de prévention, de possibilité de déposer des plaintes. Sur les cas spécifiques dont vous parlez, malheureusement, je ne peux pas m'exprimer. Je sais que ça vous intéresserait beaucoup, mais on doit protéger les collaborateurs et je ne suis même pas au courant de ce dont vous parlez. Alors, vous n'êtes pas au courant parce que vous êtes le chef de la communication. Nous aurions aimé parler avec des personnes au courant de tous ces cas, le directeur général, le professeur de Martine, la responsable des ressources humaines, Madame Uldry, qui ont refusé cette interview. Pourquoi ? Le professeur de Martine va quitter l'établissement à la fin de l'année, donc ce n'est pas une parole qui peut porter le CHUV. Et puis, la directrice des ressources humaines est nommée ad intérim, donc elle a préféré ne pas s'exprimer dans le cadre de cette émission. Enfin, lorsqu'on est ad intérim, on est censé s'occuper de façon professionnelle des sujets dont on a la charge. Il y a beaucoup de personnes ad intérim en ce moment au CHUV. Je ne suis pas ad intérim, je suis là. Pourquoi les personnes chargées de tous ces dossiers refusent de s'exprimer ? Est-ce que ce n'est pas le signe d'un malaise sur ces questions au sein du CHUV ? Malaise, je ne vous dirais pas, sincèrement, je ne pense pas. Encore une fois, je pense qu'on a été pionnier, le CHUV, depuis 2018, qu'on a pris des sanctions, qu'on a même catégorisé la situation de harcèlement sexuel. Donc véritablement, c'est un dossier qui avance au CHUV. Ces dernières années, de nombreux hôpitaux ont mis en place des cellules d'écoute censées recueillir les plaintes. Mais ces outils fonctionnent mal. Même lorsque des victimes témoignent, elles sont parfois ignorées par les ressources humaines, sans enquête interne, ni sanction. C'est souvent le premier stade qui fait défaut dans un employeur. Ce sera le stade de faire remonter formellement les informations. Et c'est tout ça le problème, et c'est là où l'employeur a aussi une responsabilité, c'est de s'assurer qu'il met en place les systèmes internes nécessaires qui permettent de faire remonter ça, c'est-à-dire qui vont réellement exprimer la tolérance zéro, qui vont réellement l'exprimer sur le principe, mais l'exprimer dans les faits. Et ça, c'est absolument central. Jamais évident, de nouveau, pour un employeur, parce qu'on est obligé de prendre une mesure. On ne peut pas non plus faire un show. Donc, on ne peut pas, comme employeur, non plus mettre quelqu'un et le griller complètement, même si c'est un auteur de harcèlement sexuel, on ne peut pas le griller devant tout le monde. Ça aussi, ça léserait les droits de cette personne-là. Donc, l'employeur est toujours sur une assez fine ligne où il doit agir, il doit montrer qu'il agit, parce que ça ne suffit pas, naturellement, de mettre dans des documents qu'on agit quand ce n'est pas le cas. Et en même temps, ils doivent s'assurer de ne pas aller trop loin d'une façon qui serait disproportionnée dans sa propre réaction. Une prudence extrême des hôpitaux qui profitent aux médecins harceleurs. Certains passent entre les gouttes sans être inquiétés pendant des années. Comme ce chirurgien, chef de clinique au HUG, qui harcelait les jeunes médecins de son service. Il est ensuite parti en France, où il est devenu chef adjoint, puis chef de service d'un hôpital universitaire. Sur place, il se livre au même comportement qu'à Genève. Son cas apparaît début 2024 dans la presse française, lorsque ses collègues dénoncent publiquement les dérapages de ce chirurgien suisse. Contacté par téléphone, l'un d'eux témoigne. C'était un chef infect, humiliant et odieux avec les internes, les étudiantes et les infirmières. Avec les hommes, c'était du harcèlement moral. Avec les femmes, du harcèlement sexuel. Voici l'un des messages que ce chirurgien envoyait à une jeune interne. Tu es une obsédée, c'est bien, j'approuve. On va alors commencer les transmissions en mode street poker. Le premier qui dit une connerie enlève un habit. C'est plus fun et ça va te détendre. En 2023, une plainte pour harcèlement moral et sexuel est déposée en France contre ce chirurgien. Dans l'attente d'une décision de la justice, il est revenu en Suisse, où il exerce aujourd'hui dans une clinique privée. Les cas de médecins harceleurs poursuivis en justice restent rares. Souvent encore, les victimes se retrouvent seules et démunies face au harcèlement sexuel.
Julie, interne dans un hôpital universitaire suisse, a alerté sa direction, sans résultat. C'est elle qui a dû partir après avoir enduré pendant des années le chantage sexuel pratiqué dans son service de chirurgie. Ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez aller très loin et finir par vivre dans une grande honte après, parce que vous le voulez tellement, votre poste. Vous les voulez tellement, vos études. Ça a été tellement dur pour arriver déjà jusque-là que vous vous dites « c'est pas possible que pour un petit truc physique ou... » Mais finalement, c'est quoi du sexe? C'est la vie de tous les jours. Je vais vivre ça tous les jours. Tout le monde a l'air de savoir ce qui se passe et tout le monde ferme les yeux. Mais est-ce que je vais vivre ça toute ma vie? Et là, quand ça devient trop gênant et insupportable pour vous, vous commencez à le dire ou à prendre de la distance. Et en fait, vous vous rendez compte tout de suite, tout d'un coup, vous allez plus au bloc. Tout d'un coup, il veut plus parler avec vous des dossiers. Tout d'un coup, on vous adresse plus la parole, on vous met à l'étage et vous avez plus le droit à rien. La jeune femme est prise au piège. Si elle dit non aux avances de ses supérieurs, elle ne peut plus progresser ni opérer. Privée de bloc, de jours de repos, et mise à l'écart par des chefs qui ont des pouvoirs démesurés, même au-delà de leur hôpital. Souvent, les médecins adjoints, les professeurs, les chefs de service, et voire même les chefs de clinique, ils ont des contacts avec les autres hôpitaux. Ils font partie des sociétés savantes, font partie des sociétés européennes. Et en fait, ils vous verrouillent radicalement la possibilité de pouvoir postuler ailleurs. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre votre spécialité et que ce pourquoi vous êtes arrivé avec vos étincelles dans les yeux, c'est en train de disparaître. Pour terminer sa formation, Julie a dû quitter ce service et s'exiler. Aujourd'hui, elle est chirurgienne, mais le prix à payer est lourd. J'ai eu mon diplôme. Je l'ai dit à personne. Je l'ai pas fêté. J'ai juste reçu une enveloppe après avoir déposé mon FMH qui me disait « Vous avez votre diplôme », mais je l'ai dit à personne. C'est un peu le plus dur dans toute cette histoire, c'est que j'ai aucune fierté de mon travail. Je dis jamais que je suis chirurgienne parce que c'est tellement douloureux pour en arriver là et que le sacrifice, il en vaut vraiment pas la peine. Cette route, elle m'inspire le fait de rentrer à la maison, en fait. Et l'endroit où je pouvais me reposer aussi. Donc il y avait ce côté très doux et enveloppant, en fait, de la maison. Un endroit où on m'accueillait aussi. Après, c'est sur cette route aussi que j'ai eu des idées noires, en fait, parce que c'est sur cette route que j'imaginais que je la laisserais sortir de l'autoroute, ma voiture, quand j'avais justement plus envie de vivre quand j'étais à Genève. Alors qu'elle est presque à la fin de son internat au HUG, Emmanuelle est à bout de force. Épuisée par ses 10 années d'hôpital, les humiliations, le harcèlement et le traumatisme de son agression sexuelle. Elle pense au pire, veut disparaître et tombe en dépression. C'est au moment du burn-out qu'il y a tout qui est sorti. Parce qu'en fait, là, j'ai vu le médecin du travail et c'est là que l'histoire qui s'était passée en chirurgie viscérale est ressortie aussi, en fait. Tout est remonté à la surface à ce moment-là? Ouais, là, j'ai eu tout. Là, parce que très vite, j'ai compris que j'allais pas y retourner, en fait. Je me souviens que le jour où, en fait, j'ai fait le burn-out, après, c'est un jour... ça s'installe sur une longue période, un burn-out. Mais le jour où, entre guillemets, ça a clashé, il y a eu la crise, entre guillemets, quand j'ai posé ma blouse, j'ai senti que j'allais plus la remettre. Par instinct de survie, elle abandonne la médecine et se réfugie chez ses parents.
Près de 10 ans plus tard, l'émotion est encore vive au sein de la famille. C'était douloureux de t'entendre. Tu as tué le coup tellement longtemps. Et puis tu téléphonais à la fin, tous les jours, en pleurant. Et tu me téléphonais pendant... T'as vu, j'ai encore les larmes qui viennent. C'était urgent de la rapatrier à la maison. Quand elle nous a téléphoné que ça allait pas, une demi-heure, 3/4 d'heure après le téléphone, on était dans la voiture pour partir à Genève. On n'a pas discuté, c'était... On n'a même pas besoin de se concerter. On s'est regardé, on s'est préparé et on est parti à Genève la chercher. C'est vrai que pendant, j'ai pas eu peur. C'est après coup que j'ai réalisé qu'elle aurait pu faire une connerie. Mais je crois que c'est parce qu'on a eu après coup, enfin c'était peu de temps après, le diagnostic en fait de la psychiatre. Exactement. Et même moi, qui était médecin, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout un médecin pour soi, ou on a un cordonnier très très mal chaussé, c'est que moi-même, j'avais pas réalisé que j'étais en train de faire une dépression sévère avec un état suicidaire. En fait, c'est plus facile de mettre un diagnostic sur quelqu'un d'autre que sur soi. Et quand la psychiatre me l'a dit, j'ai réalisé que j'avais pas du tout réalisé, en fait. Je crois que je suis arrivée à un stade où je me suis dit, soit c'est ma vie, soit je reste dans cette prison de prestige, d'élitisme, mais je me respecte plus du tout, en fait. Et donc, du coup, c'est là que dans ma tête, ça a été... Enfin, dans ma tête, je crois que c'est même dans mes cellules, je me suis dit, il faut que je parte. Donc, je crois que là, j'ai décidé de plus me respecter, moi. Et je comprenais que ce milieu était toxique, en fait, pour moi. Loin de l'hôpital, Emmanuelle a retrouvé un équilibre dans la mode, le parfum et le stylisme. Un nouveau métier où sa personnalité et sa créativité sont valorisées. Hello à toutes, j'ai très envie d'organiser des webinaires en live. Alors dites-moi quel sujet vous intéresse le plus. Son cas n'est pas rare. Chaque année, 1 médecin sur 10 quitte la profession prématurément en raison de conditions de travail intenables à l'hôpital. Rythme éreintant, épuisement, harcèlement moral et sexuel. Ce qui a manqué à Emmanuelle, Julie, Léa, ce sont des témoins qui réagissent et dénoncent les violences subies, sans détourner le regard, sans devenir complices des harceleurs. C'est très basique, hein, mais c'est remarquer la situation. Imaginons aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, vous avez des écouteurs, il y a une situation qui se passe à côté de vous, vous êtes très pressé pour aller voir un patient, il peut y avoir un acte de harcèlement qui se produit à côté de vous et vous le remarquez simplement pas. Donc ça, la première chose pour pouvoir agir, c'est bien sûr de remarquer la situation. Bien, patient suivant, en route. Ce jour-là, au HUG, ce ne sont pas des étudiants, mais une douzaine de médecins, tous volontaires, qui participent à un atelier sous forme théâtrale. Qu'est-ce que vous feriez comme premier examen, ma petite Mélanie? Là encore, les dialogues sont basés sur des situations réelles. On pourrait commencer par effectuer un toucher rectal, afin de vérifier la paroi du rectum pour les saignements. 2 comédiens jouent le rôle de la jeune interne et de son supérieur, et 4 médecins, à droite, doivent réagir quand ça dérape. C'est gagné, hein? Et c'est gagné non seulement parce que c'est la bonne réponse, mais parce que tu vas avoir le droit de l'effectuer. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait des touchés rectaux, mais il faut une première fois. Je ne suis que chef de clinique, mais déjà, je trouve que le « c'est gagné », ça me paraît une remarque peu appropriée. Elle n'a rien gagné et le patient n'a rien gagné. Merci d'avoir soulevé... Le but, c'est justement de donner du pouvoir aux gens qui sont autour de la victime. Des personnes qui sont témoins, pour moi, c'est un des outils pour ce changement de culture. Parce qu'on voit que finalement, au quotidien, il y a les gestes ou les comportements qui sont de l'ordre du harcèlement, qui sont complètement problématiques, mais qu'il y a aussi une zone grise. Et dans l'atelier, on a vu qu'il y a 2 fois où finalement, on agit sur les petites choses, sur ma petite Mélanie. Et ça, c'est des petites actions qui permettent de remettre un cadre, qui évite les petites blagues, les choses désagréables, qui finalement font le terreau, si on veut, de comportements plus graves. Et les comportements plus graves, ils surgissent rarement au milieu de rien. Ils surviennent en règle générale dans des climats qui ont permis d'aller jusqu'aux gestes graves. Ces ateliers ne sont pas obligatoires. Les médecins harceleurs en sont donc absents.
des intouchables, protégés par le système. Un bon connaisseur du dossier résume. Si le harceleur est un aide-soignant, on le vire. Si c'est un chirurgien, on est indulgent. Normal, il sauve des vies. Au HUG, 4 blâmes et 7 licenciements ont été prononcés depuis 2023 contre des harceleurs sexuels sur l'ensemble des employés. Combien de médecins parmi eux? Là aussi, silence de la direction. Un seul cas de médecin licencié est connu à ce jour, de quoi renforcer un sentiment d'impunité. C'est tout le problème qu'on voit en tant que tel, c'est-à-dire c'est vraiment mettre en balance l'intérêt propre de l'employeur à garder une personne qui est très rémunératrice, qui peut lui apporter des clients, qui peut lui apporter un savoir-faire, qui peut lui apporter une image, et effectivement prendre une mesure que la loi lui impose, mais qui mènerait à s'en séparer. Et c'est clair que décider de licencier cette personne, c'est une décision qui est très difficile pour un hôpital à prendre et pour une institution médicale à prendre. Dans la plupart des cas, les victimes de harcèlement hésitent à porter plainte et sont poussées à changer de service, alors que les harceleurs restent en place. Vous allez avoir de plus en plus de cas de harcèlement sexuel, ou en tout cas un grand nombre, précisément parce que les personnes savent, ou alors sentent, ou alors ressentent le fait qu'elles ne risquent pas grand-chose en ayant des comportements qui sont limites. Un sentiment d'impunité et de toute puissance qui renforce l'omerta à l'hôpital. Si les victimes ne se sentent pas soutenues ni protégées par leur direction, il est difficile pour elles de briser la loi du silence. La professeure Barbara Wildhaber n'avait pas dénoncé son agresseur au HUG. Comme les fois précédentes, elle avait tenté d'oublier cet épisode douloureux. J'en ai pas parlé il y a 4 ans. Je choisissais la solution. Non, c'est pas possible, quoi. Je vais l'enfermer dans un tiroir, je prends ma clé, je tourne 2 fois et j'en parle plus. Je cache parce que c'est pas possible, quoi. D'être humilié, c'est humiliant. Et d'aller témoigner, c'est comme si on prolongeait cette humiliation. C'est ce que j'ai senti, parce que oui, j'ai réfléchi, oui, j'ai discuté avec mon entourage, oui, j'étais encouragée à le dire. Mais il y a 36 000 raisons pourquoi on se dit « Ah, c'est tellement plus simple de juste fermer ce tiroir et perdre la clé. » Et ça, je dois ajouter, je suis convaincue qu'on n'aurait pas cru. 1, parce que je suis un chef de service quand même, ça ne peut pas t'arriver. 2, est-ce que tu ne l'as pas quand même un peu stimulé? Et en plus, j'ai entendu la remarque que peut-être ça t'a plu. C'est incroyable ce qu'on doit entendre. Mais après, je vois là, 4 ans plus tard, mes émotions qui sortent encore et c'est assez intéressant. J'observe moi-même à quel point je regrette de ne pas avoir témoigné, je regrette de ne pas avoir dénoncé, mais j'avais mes raisons à l'époque. J'avais mes raisons et je les ai encore aujourd'hui, même si, et merci pour cette interview, je suis encouragée à faire ce que je conseille à toutes mes collègues. Faites-le, appuyez sur le bouton. Ne plus se taire, porter plainte et contraindre les hôpitaux à protéger les victimes plutôt que les harceleurs. Celles et ceux qui ont osé témoigner dans notre enquête, malgré le climat de peur, portent l'espoir d'un changement de culture médicale. À condition que les sanctions suivent. Prôner la tolérance zéro et multiplier les mesures de prévention ne suffisent pas si les puissants restent intouchables et leurs dérives impunies. C'est vraiment le moment que les choses, elles changent. Un des moyens de pouvoir guérir les choses, notamment, c'est d'en parler. Parce qu'on sait bien que le secret, les non-dits, c'est ça, en fait, qui bloque tout et qui font que les choses ne changent pas. Il y a encore des différences dans la façon dont on traite les gens, dans la façon dont on respecte les gens par rapport à leur sexe. C'est un truc qui est pour moi aberrant qu'on en a encore là aujourd'hui. Au début, ce qui m'était insupportable, c'est de voir que ces gens n'étaient pas punis. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin. Ça m'est insupportable d'entendre des discours de jeunes internes qui vivent la même chose. La seule manière, c'est de parler, de mettre à découvert tout ça.
Et puis d'éviter d'avoir des jeunes filles qui ont peur quand elles prennent des gardes. Des filles qui ont peur de devenir chirurgiennes. Enfin, ça c'est quand même... Ça ne devrait pas. On ne devrait pas avoir peur de faire un métier.